Bien, c'est l'heure. Bonsoir, je vous propose de commencer. Donc, le cours d'aujourd'hui, l'intitulé Un monde sans microbes, rêve ou cauchemar. En fait, pour vous dire toute la vérité, j'avais prévu de faire cette leçon lors du dernier jour de cette série d'enseignements, dans la mesure où c'est un petit peu moins fondamental, il y aura moins de biologie moléculaire et de génétique, vous allez le voir, et peut-être un petit peu plus spéculatif et philosophique dans des limites raisonnables en tout cas, concernant finalement notre perception du monde microbien. Donc ça, ce sera la leçon. Ensuite, aux alentours de 17h15, comme c'est maintenant la tradition, on aura une intervention dite jeune chercheur. Et ce sera donc Julia Nigro, qui est chercheuse dans mon laboratoire, qui travaille sur l'interface entre le monde microbien, les microbes et les cellules souches, et qui vous donnera, avec cette précision et cette limitation à quelques points importants, un élément qui d'ailleurs est en phase avec ce qui va être raconté précédemment, c'est-à-dire le fait qu'on compte sur les microbes pour des événements de régénération de tissus, et en particulier après lésion, après cytotoxicité, le rôle que les microbes peuvent finalement développer en termes de protection des cellules souches. Donc ce sera un exemple de ces symbioses récentes, au fait, reconnues dans l'ensemble de notre interface avec le monde microbien. Et puis à 17h30, on aura le séminaire qui vient donc bien entendu compléter ou s'associer à cette leçon. Et cette fois-ci, donc, il sera donné par Chris Boller de l'École normale supérieure. Je vous en avais déjà parlé. Chris est un spécialiste du monde microbien, à la fois prokaryote et eucaryote des océans. D'où le titre Les microbes marins, acteurs de la santé de la planète et marqueurs de la santé des océans. Je vous dirai un petit peu plus de Chris, qui est un de mes chercheurs un peu héros, si je puis dire, dans la mesure où, comme vous le verrez, il a presque deux vies, une de laboratoire et une à l'extérieur, qui implique bien entendu sa spécialité sur les océans. Donc on parlera de tout ça dans sa présentation un tout petit peu plus tard. Donc, pour revenir à cette cinquième leçon, un monde sans microbes, rêve ou cauchemar, j'ai essayé finalement de bâtir un scénario et une réflexion à laquelle vous pouvez d'ailleurs très librement participer, concernant ce que serait un monde sans microbes, et vous allez voir que probablement ce ne serait pas très joli à voir, en tout cas vu de mon côté. En fait, l'exercice, c'est un petit peu l'exercice des cartoonistes américains des années 50 ou 60, et même souvent un petit peu avant. C'est le fameux « what if », c'est-à-dire qu'est-ce qui se serait passé si la situation qui a prévalu avait été totalement différente et si des choix différents avaient été pris par les individus. Alors, il y a un fameux et associé finalement à notre thématique « what if » qui est « what if Spider-Man kept the symbiont ». Et donc le thème de la leçon aujourd'hui serait peut-être plutôt « what if Spider-Man freed the planet of microbes ». Finalement, qu'est-ce qu'on s'attendrait à observer si les microbes disparaissaient du jour au lendemain de la planète. Et en termes de microbes, je parle essentiellement de bactéries, de prokaryotes. Alors, avant de rentrer dans cette réflexion sur ce que serait notre monde sans microbes, avec l'arrière-pensée au fond en négatif de comprendre ce qu'est véritablement la fonction des microbes dans la symbiose avec nous-mêmes et l'ensemble des êtres vivants, à la fois animaux et végétaux. Donc deux éléments de définition, parce qu'on va réutiliser ces termes assez régulièrement, donc il faut qu'on soit un petit peu d'accord sur les éléments de ce lexique. Donc l'adjectif axénique, au fond, qualifie un animal de laboratoire qui est exempt de tout micro-organisme, que ce soit des micro-organismes commensaux, saprophytes ou de pathogènes. Et en règle générale, voire c'est la règle, ces animaux sont prélevés par césarienne, puisque le contenu utérin est stérile, et élevés dans une enceinte stérile, y compris pour pratiquer les expériences nécessaires sur ce type d'animaux.
Donc, bien sûr, on ne va pas nécessairement, dans notre logique, contempler indéfiniment ces animaux dans une situation axénique, et on va donc rentrer dans un autre aspect qui est le corollaire de l'axénie, qui est la gnotoxénie, donc avoir des animaux gnotoxéniques. Gnotos est connu dans la mesure où ce terme s'est construit à partir de l'idée qu'on avait un environnement complètement fermé et au sein duquel tous les organismes étaient identifiés. Et au fond, la façon dont on fait essentiellement, ou dont on pratique la gnotoxénie, si je puis dire, c'est de partir d'un animal axénique, de le contaminer, de le coloniser avec un microbe caractérisé, et de regarder est-ce que l'introduction de ce microbe unique, ou éventuellement d'association de microbes, si les expériences sont poursuivies sur l'étude de ce que peut être une communauté microbienne sur cet animal, on va se retrouver donc dans cette situation de gnotoxénie, mais à tout moment, la nature des microbes qui sont impliqués est connue et maîtrisée, et bien entendu, tout ça doit se poursuivre en isolateur, puisque si l'animal était mis à l'extérieur de cet isolateur dans une cage, il serait bien entendu contaminé par la flore environnementale et on perdrait toute la valeur, je dirais, analytique de savoir quel micro-organisme est là à tout moment. Donc voilà un petit peu les deux définitions et donc on sera amené à utiliser ça. Alors c'est difficile de commencer une présentation comme celle-là sans citer Louis Pasteur, qui a été probablement, dans ses réflexions scientifiques, le premier à l'origine de ce concept de vie des animaux sans microbes. Donc on pourrait dire qu'il est le concepteur, si on peut dire, de l'axénie. Et en fait, sa réponse était claire, et je vous la lis. Alors c'est écrit dans le style scientifique un tout petit peu ampoulé de la fin du XIXe siècle, mais néanmoins, la conclusion qu'il tire est très claire. Donc souvent, dans nos causeries de laboratoire, depuis bien des années, j'ai parlé aux jeunes savants qui m'entouraient de l'intérêt qu'il y aurait à nourrir un jeune animal dès sa naissance avec des matières nutritives pures. Par cette dernière expression, j'entends désigner des produits alimentaires qu'on priverait artificiellement et complètement des microbes communs. Sans vouloir rien affirmer, je ne cache pas que j'entreprendrais cette étude si j'en avais le temps, avec la pensée préconçue que la vie dans ces conditions deviendrait impossible, et cette réflexion avait été publiée dans les comptes rendus de l'Académie des sciences en 1885. Donc, ma première question, c'est au fond, Louis Pasteur avait raison. Est-ce que son affirmation est vraie ou fausse? Qu'est-ce que vous en pensez? Elle est vraie. C'est-à-dire que la vie est impossible sans microbes. J'ai une majorité là-dessus? D'accord. On a le droit, même au Collège de France, de penser que Pasteur peut avoir tort, mais bon, je vous laisse. C'est faux. Heureusement, sinon je ne vous aurais pas demandé. C'est faux, mais on y reviendra. C'est faux parce que deux chercheurs, alors je ne dis pas deux chercheurs allemands, parce que l'un était en fait anglais, né aux États-Unis d'ailleurs, qui s'appelait George Nuttall, et Hans Thierfelder, qui lui était allemand, à Tübingen, à peu près 10 ans, 12 ans après que Pasteur ait fait cette réflexion sur finalement cette vie impossible sans microbes, ont montré le contraire. C'est-à-dire qu'ils ont mis au point, et pour l'époque c'était quand même extraordinaire, on est à la fin du XIXe siècle, un système axénique, c'est-à-dire qu'ils ont pris des cobayes, ils les ont bien entendu obtenus par césarienne, accouchés par césarienne de façon à ce qu'ils soient sans microbes. Ils les ont installés dans un dispositif avec les technologies de l'époque qui était suffisamment protégé pour que cette enceinte reste stérile dans la mesure du possible. J'imagine que les contrôles étaient faits tels qu'on les fait aujourd'hui dans nos laboratoires quand on a des incubateurs qui doivent rester stériles, mais néanmoins, ce qu'ils ont montré dans ces conditions véritablement pionnières, c'est que ces animaux, ces cobayes, survivaient, premièrement, sans microbes, deuxièmement, par la force des choses, avaient une digestion tout à fait normale, c'était essentiellement ce que ces deux chercheurs avaient regardé, et se développaient normalement, disait-il,
sur une période relativement prolongée. Mais enfin, les animaux, on ne les garde pas dans des enceintes, surtout vu la complexité du système à l'époque, même si ça reste encore très compliqué aujourd'hui. On ne les gardait pas des mois ou des années, bien entendu. Et tout ça a été synthétisé dans une publication de 1897 que vous voyez en bas, en Allemagne. Mon accent allemand est terrible. Mais la traduction française dirait que la vie animale sans bactéries dans le tube digestif est possible. Donc voilà. Pasteur, a priori, jusqu'à preuve du contraire, et le contraire viendra bien entendu, avait tort. Alors, cette gnotoxénie ou axénie, elle s'est développée à partir du début du XXe siècle, mais elle a vraiment culminé dans les années 40 dans un laboratoire aux États-Unis, à l'université Notre-Dame dans l'Indiana, où véritablement cette technologie en fait a été codifiée et surtout mise en place avec des équipements pour l'époque extrêmement modernes. Et donc, le tenant de cette technologie s'appelait Jens Reniers, c'est personne au milieu, là, sur cette photo, et il avait mis au point avec son équipe, et en particulier avec un ingénieur qui s'appelait Philip Trexler, ces caissons, en fait, qui permettaient de faire vivre en absence de germes, en axénie, des organismes allant de la souris jusqu'au singe. Et donc, en fait, c'est à partir de cette mise en place technologique qu'un certain nombre des questions les plus aiguës, qui sont encore posées souvent à l'heure actuelle, ont été prises en compte, et je vous en montrerai quelques-unes. Donc ils ont été très prolixes à partir de 1949, lorsque ces équipements ont été finalement développés, testés et prouvés être fonctionnels, et de nombreuses publications de l'époque qui vont, vous voyez, du rat à la souris en passant par le singe, ont permis de montrer que cette modélisation, ces systèmes étaient adaptables à un certain nombre d'espèces animales. Alors, cette gnotoxénie, on peut considérer tout de même, vu l'avancée technologique que ces travaux avaient apporté, que c'était véritablement les débuts de la gnotoxénie en tant que science introduite dans le domaine de la microbiologie, de l'immunologie, de tous les domaines dans la nutrition, dans tous les domaines où ça a été étudié. Donc c'est finalement manifestement une nouvelle science qui venait à l'évidence confirmer le concept de Nuttall et de Thierfelder, qu'il pouvait exister une vie macroscopique sans vie microscopique. C'était dans ces termes-là un peu poétiques finalement qu'on disait les choses à ce moment-là. Mais surtout, il faut voir, et c'est le premier développement de toute cette biologie axénique ou gnotoxénique, qu'elle a donné lieu à des développements médicaux et à des progrès médicaux tout à fait exceptionnels, même si souvent relativement limités, je dirais, en termes de la niche médicale auxquels ils étaient appliqués. Mais toutes ces technologies, en fait, ont permis de mettre en place des instruments comme les isolateurs pour les prématurés ultra-sensibles aux infections. Alors, ce n'était peut-être pas de l'axénie à proprement parler, mais un air filtré et des dispositifs d'échange qui étaient beaucoup plus sophistiqués que ce qu'on pouvait faire antérieurement chez les nourrissons à risque, des isolateurs pour les grands brûlés, des enceintes stériles pour les patients en aplasie chimiothérapique, généralement du fait du risque infectieux majeur qu'ont ces personnes dans la période de quelques jours ou de quelques semaines où elles sont en aplasie profonde, des enceintes stériles pour les enfants atteints de déficit immunitaire génétique en attente d'un traitement. C'est le fameux presque mythe des bébés bulles dont on parle toujours, enfin c'est le terme qu'on utilise toujours pour caractériser cette période entre la naissance, la découverte du déficit immunitaire et le moment où le traitement efficace va permettre de faire sortir l'enfant de cet environnement confiné. Donc des vrais progrès médicaux indiscutables liés en fait à ce succès technologique et aussi aux talents commerciaux qu'avait Philip Trexler, qui avait monté en fait une PME qui s'appelait Lobund, qui a permis de finalement commercialiser
et démocratiser dans une certaine mesure ces équipements, en gros sur l'ensemble de la planète. C'est une des success stories dans le domaine médical ou de technologie médicale de cette époque. Donc on est là, vous avez vu en 1949, on est au début des années 50, on a déjà parlé de ça avec les antibiotiques, on est dans une période euphorique, dans la mesure où on pense que finalement, d'un côté, on a vu qu'on pouvait se débarrasser des microbes et que finalement la vie avait l'air d'être tout à fait possible malgré cela. Et on ne parle pas là uniquement des pathogènes, simplement aussi des microbes commensaux. Donc c'était une période très optimiste sur le fait qu'on allait pouvoir contrôler tout ce qui était finalement les mauvais aspects de l'interface entre l'homme et les microbes, les pathogènes, oubliant un petit peu quand même dans cette histoire ce que pouvaient être les effets bénéfiques éventuellement des microbes, et en particulier donc des microbes commensaux et des symbiotes dont on en a souvent parlé. Et cette espèce d'optimisme de cette époque, il s'est traduit dans des termes issus de déclarations de personnalités tout à fait éminentes. Une d'entre elles était Sir Macfarlane Burnet, qui était un prix Nobel de médecine, physiologie en 1960. C'est un Australien. Il a fait une grosse partie de sa carrière au Walter and Eliza Hall à Melbourne. C'était un des promoteurs dès les années 30 de la recherche en virologie. Et puis à partir de l'après-guerre, il s'est tourné plus vers des aspects d'immunité, de réponse immunitaire contre les infections virales, mais aussi vers la tolérance immunitaire. Donc c'était quelqu'un de tout à fait éminent, qui d'ailleurs donc a eu en 60 le prix Nobel avec Medawar pour la tolérance immunitaire. C'est une des grandes découvertes, bien entendu, comme vous pouvez l'imaginer, et justifiant cette reconnaissance. Donc Sir Frank Macfarlane Burnet promettait en 1953 l'élimination virtuelle des maladies infectieuses comme facteur essentiel de la vie de la société. Donc on était dans cette période, et je vous ai déjà mentionné, bien entendu, quelques années plus tard, les déclarations tonitruantes de William Stewart, le Surgeon General des États-Unis, qui disait que le moment était venu de fermer le livre des maladies infectieuses et de déclarer gagner la guerre contre les pestilences. Là, si je vous demande vrai ou faux, je sais que vous allez me donner la bonne réponse, en tout cas j'espère. Donc, glottoxénie et biologie, de la biologie à la médecine, mais aussi, au fond, et c'était très caractéristique de l'époque, en particulier dans le monde anglo-saxon, une espèce de création d'une mythologie autour de cette interface homme-microbe et de mythe d'un individu finalement n'ayant pas de microbes. Donc, on est là dans cette période d'après-guerre, dans un concept de vie sans germe qui a capté l'intérêt, bien entendu, du monde scientifique et médical, mais aussi de la presse. Il y avait beaucoup d'articles dans les journaux, il y avait beaucoup de cartoons qui montraient effectivement cette espèce de rêve d'un homme ou d'animaux sans microbes. En fait, c'était né probablement d'une mauvaise interprétation des résultats initiaux qui montraient que, bien sûr, la vie macroscopique était possible sans la vie microscopique, mais à aucun moment on s'était véritablement posé dans cette espèce de mythologie qui était en train de se construire de ce que serait la qualité de la vie, même si la vie se poursuivait, de ce que serait la qualité de la vie en l'absence de microbes. On pouvait faire le choix entre une qualité meilleure et une qualité plus mauvaise et sans trop critiquer, parce qu'on était dans cette dynamique de penser qu'on allait se débarrasser des maladies infectieuses. On a opté sans critique pour, bien entendu, le qualificatif de meilleur. Et de là sont nés pas mal de fantasmes sur le fait qu'une vie sans microbes engendrerait des individus, en particulier des enfants plus sains, et qu'on pouvait même étendre ce concept de vie sans microbes au monde animal et en particulier à l'élevage. Donc on est rentré tout doucement d'une réalité biologique qui avait été mise en place grâce à ces chambres, à ces isolateurs par le groupe de Rainiers à Notre-Dame University, dans cette espèce de fantasme, de rêve d'un monde sans microbes, avec pas mal, encore une fois, de journaux, de cartoons, de bandes dessinées sur des situations totalement, finalement, fantasmatiques de l'homme créant des individus sans microbes,
avec bien entendu, pour l'essentiel, des aspects un peu monstrueux, mais souvent des aspects très très positifs. Et au fond, si on fait un petit peu le bilan de toute cette période et qu'on laisse retomber un peu les fantasmes, ils ne sont pas encore totalement, il en reste quand même quelque chose auquel ces réflexions auront abouti, c'est cette notion de germophobie, c'est-à-dire cette caractéristique qu'ont certains individus ou certains groupes d'individus de haïr les germes et de tout faire en fait dans le quotidien de façon un petit peu obsessionnelle et compulsive pour s'en débarrasser. Bon, ça, on peut en rire, et ça peut être des travers donc, finalement relativement comiques, mais il y a eu pire que ça. On a vu se développer dans cette période d'après-guerre une espèce de mélange, de confusion de deux choses. C'est-à-dire qu'on est allé vers cette notion de pureté et on a très vite mélangé la notion de pureté d'espèce, d'eugénisme, avec la notion de pureté microbiologique, c'est-à-dire l'axénie, et faire de ça en fait une soupe assez glauque concernant bien entendu la notion de pureté ethnique qui ici combinée à la pureté microbiologique. Il n'en fallait pas beaucoup à certains bien entendu pour déraper sur ces sujets qui sont quand même éminemment sensibles et extrêmement critiquables sur le plan éthique. Donc, les progrès de la génétique, le miracle des antibiotiques, tout ça, ça alimentait ce genre de fantasmagorie, mais il en est resté quelques traces, et la germophobie, en tout cas, en est certainement une. La germophobie, elle est là, on voit encore beaucoup de ces réclames qui datent de cette époque-là, mais aussi encore maintenant, on voit très régulièrement des publicités à la limite absurdes sur l'éradication des micro-organismes dans l'environnement domestique, par exemple. On voit même ces publicités « Wash your hands and say your prayers because Jesus and germs are everywhere ». Ça, il fallait l'inventer aussi. De Germinator, tout est là, et comme vous le savez, beaucoup de vedettes du show business sont germophobes. D'ailleurs, en relisant rapidement hier, je me suis aperçu que le fameux Donald Trump était germophobe et ne serrait pas la main ni de ses collègues, ni de ses ennemis politiques. Donc ça a été quand même, avec les dérapages que j'ai mentionnés, bien entendu, sur la notion de pureté, ça a été un grand moment de réflexion sur l'interface entre l'homme et le monde microbien, avec je dirais, des dialogues de titans, en particulier celui qui s'est déroulé dans le début des années 50, je crois que c'est en 1953, entre Hilary Koprowski et Jos Lederberg. Hilary Koprowski, c'était l'homme de la poliomyélite, du premier vaccin anti-polio, vaccin atténué, même si je dirais la vedette lui a été prise rapidement par Sabine. C'était un des grands virologues et penseurs de la virologie et de la médecine de cette époque. Et puis Jos Lederberg, bien entendu, prix Nobel de physiologie-médecine en 1958, à 33 ans. C'était donc un de ces penseurs de la microbiologie, un remarquable généticien qui en fait a terminé sa carrière, il est décédé il n'y a pas très longtemps, comme expert de la NASA et en particulier expert de la vie sur Mars, c'est-à-dire de l'exobiologie. Et en fait, c'était intéressant de relire, j'ai très rapidement saisi 2 ou 3 phrases qui au fond, résumer la situation et la réflexion. Jos Lederberg considérait que l'existence d'un homme axénique avait du sens et était pour le futur une hypothèse crédible, s'étendant même éventuellement à un monde sans germes. J'étais presque étonné qu'il ait pu dire des choses pareilles, mais manifestement, dans le feu de la discussion, il s'était laissé aller. Alors que Koprowski avait une approche probablement, étant infectiologue, initialement beaucoup plus pragmatique, et au contraire, il pensait qu'au fond, l'interface homme-microbe devait être comparée à une ligne de front dans une guerre, dans un combat,
dans une bataille, mais que du fait des progrès de la médecine, les antibiotiques, les vaccins, enfin, la ligne de front allait se stabiliser et on allait pouvoir éventuellement développer une approche finalement symbiotique entre le monde humain et animal éventuellement et les micro-organismes. Donc il y avait vraiment deux logiques qui semblaient s'affronter. Et Julian Huxley, qui modérait ce débat, avait conclu Germ-free world is an ecological absurdity, just as perpetual motion machine is a mechanical absurdity. So, certains déjà prenaient leur parti du fait que cette idée de l'absence de micro-organismes n'était probablement pas une très bonne chose pour l'avenir de l'homme. J'ai eu la chance, en fouillant un peu la littérature et sur Internet aussi, il y a parfois des bonnes surprises et des découvertes, de tomber sur le travail de ce photographe qui s'appelait Eugene Smith, qui travaillait à la fin des années 40 et début des années 50. Je pense qu'il a travaillé d'ailleurs pour Life Magazine jusqu'aux années 70. Donc Eugene Smith n'était pas du tout un scientifique. Il n'avait aucune formation ni médicale d'ailleurs ni scientifique. Il avait fait ses premières armes en photographiant, en suivant les Marines dans la reconquête des îles du Pacifique. Et il avait d'ailleurs fait des séries de photos absolument exceptionnelles. C'était un de ces grands reporters de guerre comme Frank Capra et d'autres. Mais bon, finalement, après la guerre, il y avait sans doute d'autres sujets intéressants. Il avait trouvé que cette notion de vie sans microbes était probablement un sujet intéressant. Et comme c'était un débat dans les journaux, Life Magazine lui avait demandé effectivement de faire un reportage à cette University of Notre Dame en Indiana sur le labo de Régnier. Et il en a tiré un certain nombre de photographies que je trouve assez exceptionnelles. On est ici en 1949. En particulier celle-ci qui représente un homme dans un casque de protection, un scaphandre en fait de protection qui tient une souris dans sa main. On est déjà dans une espèce de modernité d'après-guerre qui est assez spectaculaire. Cette autre photo tout à fait artistiquement jolie qui montre un poussin en fait dans une enceinte isolée là. En fait, c'est dans un flacon qui est sous un régime classique, normal, de façon à ce que, et ça a été démontré assez rapidement, montrer que des animaux soumis à une diète normale, à un régime normal, en fait, ont des problèmes de nutrition, dans la mesure où ils ne reçoivent pas une ration suffisante, et on va y revenir, c'est une des fonctions du microbiote, bien entendu, et manque de vitamines, puisque pas mal des vitamines sont synthétisées par les microbes, en particulier de l'intestin. Une troisième photo est assez spectaculaire, parce qu'elle montre ce gros isolateur qui commence sérieusement à ressembler à une capsule spatiale, et cet homme en scaphandre qui sort, ce pauvre petit singe un petit peu hébété. L'idée de l'expérience était qu'on sortait cet animal de cet environnement sans germe, axénique, puisqu'il était né encore une fois par césarienne et mis dans cette enceinte axénique dès sa naissance, qu'on le sortait de cette chambre stérile de manière à voir comment il allait affronter les périls microbiologiques de l'environnement auquel il était tout d'un seul coup exposé. Et puis cette autre photo qui, là aussi, pose un problème. Le précédent était bien entendu sur est-ce que les microbes sont importants pour le développement du système immunitaire. Celui-là était un petit peu plus presque métaphysique. Dès cette époque-là, on avait commencé des études pour voir si la vie en axénie impactait sur la durée de vie d'abord et sur la qualité, sur le vieillissement et ainsi de suite. Et c'était des chats qui étaient montés au créneau là, pour ce type d'études. Et les chercheurs de cet institut essayaient de voir comment, sur des durées très prolongées, sur des mois, voire parfois 1 ou 2 années, les animaux évoluaient en termes de croissance, de développement et éventuellement de sénescence ou de retard de sénescence, avec le rêve, bien entendu, quand même derrière tout ça, que l'absence de microbes améliorerait les conditions du vieillissement, éventuellement allongerait la durée de vie. Il y avait quand même un certain nombre de préjugés qui persistaient, bien entendu, derrière cette notion d'axénie.
Donc j'ai trouvé que cette série de photos était absolument magnifique parce qu'au fond elle traduit assez bien cette époque, cette modernité d'après la Deuxième Guerre mondiale, en particulier aux États-Unis. Il y a aussi dans ces photos des mystères entre la relation de l'homme avec l'animal, de la relation avec le monde microbien. Il y a déjà des fantasmes de conquête. Hein. Cette enceinte stérile, elle ressemble à une capsule spatiale. Il y a des scaphandres, il y a des singes. Enfin, on a tous les ingrédients. 10 ans avant, finalement, les premiers vols habités, soit en URSS de l'époque, soit surtout ce qui avait été organisé pour par les programmes de la NASA, et une vision un petit peu Stanley Kubrick, en tout cas, c'est ce qui m'est venu à l'esprit en voyant ces photos, dans cette anticipation quand même qui marque beaucoup l'état d'esprit et l'idéologie, en particulier aux États-Unis. Donc, toute cette période a été marquée par cette espèce de mélange de sciences réelles et de fiction. En tout cas, les médias traduisaient très vite les résultats scientifiques en fiction et commençait à se construire, hein, dès le milieu, la fin des années 50, l'aventure spatiale, en tout cas sous l'angle vol habité. Et très vite, certains nombres de chercheurs ou de médecins américains ont commencé à envisager que les programmes spatiaux, en fait, habités, devraient inclure des individus axéniques. C'est-à-dire que les capsules, les vaisseaux spatiaux devraient être sans germe et que les individus qui allaient les habiter pendant ces vols spatiaux devraient être sans germe, avec la peur, le fantasme que dans la pesanteur, dans les conditions en fait qui règnent dans l'espace, ces micro-organismes pourraient changer leur comportement et devenir des prédateurs éventuellement sur les astronautes concernés, voire bien entendu l'idée qu'on allait contaminer l'espace et les exoplanètes avec des microbes. Il y avait beaucoup de choses. Et un médecin du Walter Reed Army Institute of Research qui s'appelait Charles Phillips avait fait une déclaration à cette époque-là, on est au milieu des années 50, selon laquelle il fallait absolument que les futurs astronautes soient stériles, soient axéniques. Et pour lui, c'était simple. Il disait « All we have to do is keep a man in a germ-free cabinet for some 25 years following birth, meanwhile teaching him how to fly a spacecraft. » C'est facile, hein, la vie vue par un médecin du Walter Reed. Et je l'ai rencontré, il était déjà très âgé, il avait dépassé l'âge de la retraite quand j'ai fait mon stage postdoctoral au Walter Reed, Charles Phillips, parce qu'à l'époque, avec mes collègues de laboratoire, Larry Hale, on avait mis en place un programme, on avait fait d'ailleurs une demande à la NASA pour aller étudier les microbes dans l'espace et voir en particulier comment la pesanteur pouvait modifier le comportement de bactéries pathogènes. On lui avait demandé son avis, il nous avait dit que c'était débile parce que de toute façon il était hors de question de mettre des microbes dans l'espace. Donc la discussion s'était arrêtée là, le projet a d'ailleurs été rejeté. Moi qui rêvais d'aller dans la navette spatiale, c'est terminé, je pense que je n'irai plus. Donc il y avait ces notions du fait que l'axénie serait probablement une bonne chose pour la conquête spatiale. Et puis il y avait inversement, je pense que vous avez peut-être tous vu ou lu la bactérie Andromède, qui a été l'objet d'une série, comme on dit maintenant, de Michael Crichton, qui racontait une bactérie extrêmement virulente, résistante absolument à tous les traitements possibles, qui était en fait rapportée sur Terre par des astronautes. Et en fait, comme tout ce que fait Michael Crichton, vous avez tous vu Urgence ou d'autres séries de cette nature, est fait par des scientifiques, les scénarios sont écrits par des scientifiques ou par des médecins, ce qui fait que ces scénarios ont une crédibilité tout à fait exceptionnelle, même si tout ça est parfaitement de la fiction. Donc ça contribuait à garder les spectateurs dans cette espèce d'ambiguïté entre la réalité scientifique, médicale et la fiction, avec en plus dans cette notion que la vie axénique allait avoir cette fonction salvatrice en fait de protéger contre Andromède. Donc il y a eu des périodes finalement assez intéressantes quand on regarde un petit peu les choses en arrière et qui au fond persiste. Jost Lederberg, en fait, dans sa réflexion sur l'exobiologie, considérait que la Terre était en fait un système fermé,
qui faisait éventuellement courir des risques à la galaxie, et en particulier via la conquête spatiale. C'est pour ça que la NASA l'avait engagé pour faire cette réflexion, et donc via le risque de contaminer d'autres planètes. Et tout ça est maintenant mis en place et développé par la NASA à l'occasion de la préparation des vols pour Mars, en contact d'ailleurs avec l'Agence européenne qui a aussi un programme de microbiologie et d'exobiologie. Alors c'est remonté très récemment, effectivement, parce que Mars devient un sujet de plus en plus visible et de plus en plus chaud, si on peut dire. En octobre, par exemple, 2015, où cette annonce d'une scientifique de la NASA protège Mars contre les bactéries humaines, et c'est la réalité. C'est-à-dire que cette personne, Catherine ou Cassie Conley, elle a un titre dont tout le monde pourrait rêver, elle s'appelle NASA Planetary Protection Officer, c'est la protectrice des planètes, hein, c'est quand même pas mal. Donc sa philosophie à Cassie Conley, c'est en fait, pour l'instant il n'y a pas de manifestation de la vie sur Mars, mais peut-être y a-t-il au moins une vie microscopique, et s'il y a une vie microscopique, il est hors de question d'aller la contaminer par des vols inhabités ou éventuellement à terme habités. Le risque majeur, ce n'est pas des bactéries, ce n'est pas des prokaryotes, ce sont les lichens qui se développent très très volontiers sur les zones chaudes et pierreuses. Ils ont besoin de beaucoup d'UV pour se développer. Et donc la moindre petite contamination pourrait conduire à une catastrophe, en tout cas dans notre quête de ce que peut être une exobiologie totalement sortie des réalités de ce qu'on connaît sur notre planète. Et puis cette idée, je ne sais pas ce que valent les chiffres, qu'en fait, par exemple, la sonde Curiosity qui a atterri sur Mars il y a quelques années, ou mois, je ne sais plus exactement quand elle a atterri, portait, je ne sais pas qui a fait le calcul, entre 20 et 40 000 bactéries. Alors je ne sais pas ce que valaient ces bactéries, parce qu'après avoir passé des mois dans l'espace, avec des changements brutaux de température, avec des UV bombardés par les UV en permanence, elles ne devaient pas être en pleine forme. Enfin, il y avait peut-être quelques petites bactéries sporulentes qui sont arrivées à l'état de spore sur Mars, et on verra bien un jour ou l'autre ce qu'il en sort. Donc il y a un vrai souci de maîtriser finalement le monde microbien, et qui certainement ne valide pas, mais en tout cas explique un petit peu cette réflexion qui a eu lieu à une époque sur faut-il au fond envoyer des astronautes axéniques ou stériles dans l'espace. Donc on va redescendre sur Terre quand même et au fond voir quelles peuvent être les caractéristiques objectives de la vie en conditions axéniques. Alors Régnier et ses prédécesseurs, donc à University of Notre Dame en Indiana, avaient montré que les animaux axéniques mouraient en fait initialement du fait de carences alimentaires. Ils ont besoin d'un apport calorique plus important, et ils ont besoin de vitamines qui sont produites par la flore microbienne, en particulier la vitamine A, la vitamine B12 qui est essentielle, l'acide folique, la vitamine K. Donc la vie axénique, c'est un premier élément qui montre qu'on n'est pas tout à fait dans une situation aussi simple, pouvait être maintenue, mais grâce à un apport alimentaire enrichi à la fois quantitativement et qualitativement. L'autre élément, c'était malgré tout qu'ayant maîtrisé ces conditions de nutrition et de métabolisme, il semblait, dans un certain nombre d'études, que l'espérance de vie des animaux, maintenue dans ces conditions correctes nutritionnelles en axénie, était allongée. Mais encore une fois, la ration alimentaire doit être augmentée de l'ordre de 30 à 50%, ce qui traduit en fait la fonction dans la digestion et la nutrition de la flore intestinale, et puis un apport de vitamines. Alors, bien sûr, ça n'a pas tellement de sens, parce que ça voudrait dire que ces conditions-là doivent être maintenues toute la vie. On imagine mal chaque individu être maintenu dans des conditions axéniques. Les études qui ont commencé à être faites à partir des années 70
ont montré, et on le voit tous les jours quand on observe nos animaux axéniques, puisque dans le laboratoire on est amené à en utiliser, les animaux sont quand même très anormaux par un certain nombre de paramètres. Ils ont un tube digestif qui est très immature, avec une paroi extrêmement fine, avec énormément de mucus, le sécom est monstrueux, avec des risques d'occlusion intestinale. Ils ont un système immunitaire immature, même macroscopiquement, c'est-à-dire qu'on ne voit pas d'organes lymphoïdes primaires et secondaires. Les organes eux-mêmes, le foie, la rate, sont plus petits. Donc ces animaux ont vraiment un aspect, quand on commence à rentrer dans les détails, tout à fait anormal. Mais ça n'avait pas trop inquiété initialement, parce que finalement l'histoire c'était est-ce qu'on peut survivre en l'absence de microbes et est-ce qu'éventuellement à terme on peut survivre plus longtemps. Donc, comme je vous l'ai dit, le système immunitaire est très altéré, l'immunité systémique est défaillante, l'immunité muqueuse est virtuellement absente. Et puis, il y a un certain nombre d'autres anomalies qu'on commence à apprécier et dont la portée n'est pas tout à fait aussi claire. C'est-à-dire qu'il y a un retard de maturation de la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire que ces animaux, ces souris en particulier Jumfree, ont une barrière hémato-encéphalique, une véritable passoire, c'est-à-dire que si on leur donne ou on leur donnait un médicament, le médicament passerait violemment dans le cerveau et pourrait être toxique, alors qu'on sait maintenant que le microbiote joue un rôle important dans la maturation de la barrière hémato-encéphalique dès la naissance. Il y a aussi un rôle du microbiote dans les altérations, dans les phases tardives de maturation du cerveau. Donc, les animaux Jumfree, on le sait, ont des anomalies du comportement, ils sont plus agressifs, ils ont moins peur, ils sont plus agités. Donc, on peut imaginer que tout ça va amener, au-delà de l'aspect de la survie, à une qualité de vie et à des troubles comportementaux et neuropsychiques qui seraient quand même assez difficiles à tolérer globalement au niveau d'une société. Et puis, donc, donner lieu à des comportements éventuellement encore plus dramatiques. Alors ça, c'est juste une photo que j'ai souvent montrée, mais je vous la remontre rapidement. Ça, c'est une villosité intestinale. En rouge, c'est le DAPI pour les cellules épithéliales. En vert, c'est un marqueur, c'est un anticorps anti-von Willebrand, qui est donc un marqueur spécifique de l'endothélium vasculaire. Et vous voyez sur la gauche, en haut, une villosité intestinale d'un animal, d'une souris sans microbes, axénique, et donc un réseau capillaire tout à fait atrophique. Et ici, vous avez en face le réseau capillaire intestinal d'une souris du même âge qui a une flore microbienne, ce qu'on appelle une souris conventionnelle. Vous voyez la différence évidente en termes de maturité du réseau vasculaire, et vous imaginez la même chose à l'ensemble de l'organisme, y compris donc au cerveau et à la barrière hémato-encéphalique. Vous avez aussi cette notion de maturation du système immunitaire. Ici, vous voyez que chez un animal sans flore, le muqueuse digestive, ce qu'on appelle la lamina propria, est quasiment déshabitée de cellules immunitaires, alors que dès que l'animal reçoit une flore, on voit cette lamina propria se peupler de lymphocytes CD4, CD8, et donc l'idée, l'évidence que le système immunitaire est en train de se mettre en place et de maturer. Et on est donc de plus en plus, et j'avais fait la série de leçons il y a 2 ans maintenant sur le microbiote, sur les bons et les mauvais côtés du microbiote, mais en insistant beaucoup sur les aspects positifs, bien entendu, dans une notion de nécessité de ce microbiote qui est en fait un concentré de notre environnement à l'intérieur de nous-mêmes et qui nous permet finalement de régler un certain nombre de nos fonctions vitales, en particulier tout ce qui concerne encore une fois la maturation, la mise en veille, l'état d'activité du système immunitaire, la nutrition, le métabolisme à cause des fonctions digestives, de fermentation des bactéries intestinales qui produisent à partir des sucres complexes ce qu'on appelle des acides gras à chaîne légère qui sont une source d'hydrates de carbone importante, un rôle dans la maturation du système adipeux, du métabolisme osseux, et vous le verrez par la présentation de Giulia Nigro, le rôle par exemple dans la protection des cellules souches et la régénération épithéliale. Donc on est dans un contexte où clairement ça paraît difficile, bien entendu, d'éviter cette notion
d'être habité par un microbiote et que son absence, à l'évidence, a un rôle tout à fait néfaste et pose des questions sur, au fond, ce que serait la vie d'un individu élevé dans cette bulle et soumis brutalement, le jour où on ouvre la porte, à l'environnement extérieur, sans véritable maîtrise des conditions environnementales, en particulier des microbes. Je pense que tout ça ferait que l'espèce humaine aurait un petit peu de mal, ainsi que beaucoup d'espèces animales, à survivre à ce type de situation. Donc au fond, Pasteur était probablement, même si dans le principe il avait sans doute tort, dans la réalité des faits, il avait sans doute largement raison sur la nécessité de cette flore microbienne. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur cette notion de nécessité de la flore. Et encore une fois, je ne rentre pas dans les détails parce qu'on avait déjà largement abordé ces sujets il y a quelques mois. Dernière partie, rapidement, puisqu'on est un peu ici dans la fantasmagorie et dans le rêve ou le cauchemar plutôt. Le second what if, c'est si au-delà de la perte de notre environnement microbien à nous-mêmes, en particulier à l'intérieur de nous-mêmes, sa perte ou sa non-existence, si les choses ont été faites de telle façon qu'on n'y soit pas exposé, qu'est-ce qui se passerait si soudain, à l'échelle de la planète, les micro-organismes prokaryotes en particulier, bien entendu, disparaissaient. Le what if, c'est si un super bactériophage, par exemple, qui est un spectre extrêmement large, pouvait d'un seul coup agresser l'ensemble des populations microbiennes. Vous savez qu'il y a probablement 10 à 100 fois plus de bactériophages que de bactéries, donc la multiplicité d'infections par les bactériophages, leur nombre ne poserait pas de question. S'ils ont une capacité bactériolytique importante et large, on pourrait bâtir un scénario, même s'il est plus qu'invraisemblable, c'est plus pour l'exercice de style. Donc qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait plus de bactéries sur la planète? Pas uniquement plus de bactéries à l'intérieur de nous-mêmes, en particulier de notre tube digestif. On ne va pas parler des symbioses primaires, des mitochondries et des chloroplastes, même si je pense que vous savez tous que nous vivons et nous respirons grâce à une symbiose qui s'est établie il y a 1,5 milliard d'années, lorsque la Terre a commencé à s'oxygéner, si je puis dire, grâce au fait qu'un endosymbionte s'est stabilisé et qui était probablement, quand on fait la phylogénèse maintenant, une souche de Rickettsia, et même plus précisément probablement Rickettsia provazekii, des germes responsables du typhus. Cette souche s'est stabilisée à l'intérieur de cellules eucaryotes, probablement de systèmes monocellulaires simples dans des écosystèmes marins, mais qui commençaient à être exposés à de l'oxygène. Et de là est née, bien entendu, cette coévolution et la mitochondrie. Et la même chose, en fait, est apparue pour les plantes. C'est grâce à des micro-organismes, en particulier des endosymbiontes, que les cellules eucaryotes qui sont douées de photosynthèse, en fait, sont susceptibles de réaliser cette photosynthèse. Là aussi, c'est quelque chose qui a dû se passer il y a environ 1 milliard d'années. Et grâce à la chlorophylle, finalement, l'oxyde de carbone avec de l'ATP est transformé en glucose et en oxygène, avec tous les effets bénéfiques, bien entendu, que peut représenter cette symbiose. Donc, on va oublier ça parce que c'est fait, c'est incrusté, on n'en parle plus. On imagine que ce sont plutôt les bactéries exogènes qui disparaîtraient. Donc, disparition des maladies infectieuses, ce serait peut-être vu de notre petite fenêtre un peu anthropocentrique, un des seuls et rares bénéfices de la disparition des bactéries. Encore qu'on peut se demander, vu ce qu'on a dit sur la nécessité des bactéries pour la maturité, ou la maturation plutôt, du système immunitaire, on peut se demander si ça n'aurait pas un effet en fait, de levée de frein sur un certain nombre d'agents infectieux, en particulier les maladies virales, puisqu'on sait maintenant que le microbiote joue un rôle important dans la maturation et de la réponse immunitaire au virus, et que ce soit la réponse innée ou la réponse adaptative, qu'un certain nombre de virus endogènes, puisqu'on a tous des rétrovirus dans notre génome, puissent s'activer par la perte de cette
mécanisme de contrôle permanent de l'immunité qui est assuré par le microbiote. Donc, bon, au-delà de la disparition des maladies infectieuses, en théorie, on peut s'attendre peut-être à des choses tout de même extrêmement défavorables. Mais cette perte de microbes nous révélerait, c'est ce que je disais un petit peu au début, au fond, la face cachée du monde microbien, c'est-à-dire le rôle des bactéries dans l'équilibre écologique global de la planète. Et donc on s'attend, si ces microbes disparaissaient, à une réduction en fait massive des fonctions physiologiques fondamentales qui assurent la croissance, le développement des animaux et des plantes. Donc, au fond, quand on y réfléchit, ce n'est pas nécessairement une surprise, dans la mesure où cette coévolution entre le monde microbien et les eucaryotes, elle a démarré il y a environ 2,5 milliards, 3 milliards d'années. Et il est clair que ça nous a donné du temps, cette coévolution, à mettre en place ce mutualisme, vraiment au bénéfice de la communauté microbienne et de la communauté animale ou des plantes. Et que sa rupture brutale, certainement, peut l'imaginer, aurait des conséquences dramatiques. Si ça arrivait, on a quand même assez peu de solutions d'échappement sur le court terme, sauf révélation qu'on n'a pas encore détectée dans les génomes. Peut-être ça n'existe pas, de voies métaboliques, de systèmes, de shunts, d'échappement qui se révéleraient brutalement dans ces circonstances. Mais peut-être il ne faut pas trop rêver à ce type de miracle. Donc l'effet serait quand même d'abord et avant tout sur le monde végétal, avec un arrêt des processus de symbiose qui permettent la fixation d'azote. Vous savez que les plantes, dans leur immense majorité, sont incapables de respirer l'azote, le N2, qui est présent à 70 ou 80% dans notre atmosphère, et doivent, d'une manière ou d'une autre, le fixer, c'est-à-dire le transformer en une molécule biologique qui va être l'ammoniac ou les nitrates. Et cette fixation étant incapable de le faire, elle est faite quasi exclusivement par des bactéries qui sont soit des bactéries qui vivent dans l'environnement, en particulier dans l'environnement des racines des plantes, ce qu'on appelle la rhizosphère. Et il y a beaucoup de ces espèces bactériennes qui ont été identifiées, soit des bactéries qui vivent véritablement en symbiose extrême avec un certain nombre de plantes, en particulier toute la famille des légumineuses, sous forme en fait de ce qu'on appelle des nodules qui se forment sur les racines et où ces bactéries sont en permanent échange avec la plante. Elles reçoivent de l'énergie, elles reçoivent du sucre, elles reçoivent éventuellement un peu d'ATP et elles rendent en fabrication d'azote fixé, d'ammoniac ou de nitrate, grâce à leur capacité de métabolique qui a engendré, encore une fois, cette situation. On va y revenir très très rapidement. Donc, la conséquence de tout ça, ce sera une crise alimentaire majeure, bien entendu, par la destruction assez rapide d'un certain nombre d'espèces de plantes qui sont essentielles à notre survie alimentaire, avec un plan B qui n'est pas si simple que ça à mettre en place, ou en tout cas même à conceptualiser. La seule façon qu'on utilise d'ailleurs de pallier à l'incapacité d'un monde microbien devenu virtuel à fixer l'azote, ce serait de le remplacer par des engrais, c'est-à-dire d'avoir des cultures qui sont toutes engrais, ce qui pose bien entendu des problèmes industriels et des problèmes de pollution absolument massifs. Abandonner des espèces entières qui sont beaucoup trop sensibles et nécessiteuses de cette symbiose avec les bactéries. Par exemple, tout ce qui est légumineuse probablement disparaîtrait. Et puis commencer à réfléchir sérieusement à des plantes OGM qui seraient elles-mêmes fixatrices d'azote. Il y a beaucoup d'études dans ce sens dans les instituts de biologie des plantes, mais peu de succès jusqu'à présent, donc les chances d'un succès rapide seraient quand même relativement limitées. Alors,
la fixation de l'azote, c'est un élément essentiel. J'en profite pour vous en parler parce que finalement, à l'occasion des maladies infectieuses, on n'a pas tellement l'occasion d'aller sur ce versant de l'importance des bactéries. Donc cette diazotrophie, c'est une capacité qu'ont les bactéries de transformer le N2, l'azote donc gazeux, en azote organique assimilable par les plantes. Alors il y a trois façons au fond de faire de l'azote organique. La première, qui n'a rien à voir avec ce que je raconte là, c'est une fixation atmosphérique, c'est-à-dire que les orages qui déclenchent des forces électriques massives produisent l'énergie, la chaleur nécessaire et l'augmentation de pression qui permet de reconstituer au fond un système industriel d'organicisation, si je puis dire, de l'azote gazeux. Il y a 45 000 orages par jour sur la planète. Ça fabrique un certain nombre de dérivés nitrés qui vont ensuite, par la pluie, être apportés à la surface de la Terre. Mais ça reste, je dirais, probablement relativement anecdotique. C'est quand même d'abord et avant tout la fixation biologique par les plantes, et en particulier la synthèse de l'ammoniac, du NH3, qui est l'élément dominant dans toute cette histoire, que ce soit par les bactéries telluriques pour le sol ou les bactéries comme les cyanobactéries, les bactéries marines, les cyanobactéries marines, en particulier les cyanobactéries filamenteuses pour les océans. Et Chris vous en dira probablement quelques mots au passage. Il y a une enzyme clé qui n'existe donc pas dans le monde des plantes, qui existe chez les bactéries, qui est la nitrogénase, qui va être utilisée aussi par ces bactéries qui vont être éventuellement soit dans le sol, soit plus précisément encore sous forme de nodules comme les rhizobiums dans la symbiose associative avec les légumineuses. Donc on est là dans un système, dans une probablement des plus belles symbioses qui a été établie et disséquée génétiquement et biochimiquement sur ces 40 ou 50 dernières années. Alors l'enzyme clé de tout ça, c'est la nitrogénase, donc, qui est produite par ces bactéries du sol, de la rhizosphère, voire des nodules des racines des légumineuses. Et la réaction chimique de base, c'est cet azote gazeux, plus 8 molécules d'hydrogène, plus 16 ATP. C'est une réaction qui est très demandeuse en énergie, qui va nous donner ces 2 molécules d'ammoniac et de l'hydrogène. Et en fait, comme je vous l'ai dit, c'est une parfaite symbiose, parce que cette énergie, la bactérie n'a pas, et elle l'acquiert en fait de la plante, qui va lui transmettre ces éléments, en particulier ces glucides. C'est particulièrement clair dans la symbiose nodulaire chez les légumineuses. Donc la réaction par elle-même est relativement simple, c'est-à-dire que la nitrogénase est là, elle va fixer le diazote. Le diazote va subir 3 étapes de réduction de façon à faire 2 molécules de NH3, et ces 2 molécules d'ammoniac vont maintenant être libérées et pouvoir être cyclées dans le métabolisme de la plante. Et on est vraiment dans les sols, dans un véritable cycle où, au fond, la production de l'ammoniac par ces bactéries va être très rapidement transformée en nitrate par d'autres bactéries du sol qui sont capables de faire cette nitrification et bien entendu absorbée par les racines pour assurer l'apport en azote organique qui va permettre la synthèse des acides aminés et bien entendu des peptides et des protéines qui sont nécessaires aussi dans le monde végétal. Les plantes, ce n'est pas uniquement bien entendu des sucres, voire des sucres complexes. Tout ça étant épaulé, bien entendu, par le monde animal, et vous connaissez tous les lisiers et le rôle qu'ils jouent dans la fertilisation des sols. On est dans une notion de bactéries qui fertilisent nos sols et qui permettent, pour l'essentiel, cette activité de formation d'ammoniac et de nitrate. Alors, si, encore une fois, ce pan entier disparaissait, on est laissé sans capacité d'assurer la croissance de nos végétaux, en tout cas des plantes ou des espèces dont on a parlé. Est-ce qu'on a un moyen de s'en sortir? Alors oui, il y a un moyen de s'en sortir, c'est la synthèse chimique industrielle.
Et là, il y a un nom qui émerge, qui est Fritz Haber, qui était un chimiste allemand à la fin du XIXe siècle, début du XXe, qui a mis au point une technique industrielle extraordinaire qui existe encore, qui est encore utilisée de nos jours dans les grandes usines de fabrication d'engrais agricoles. C'est le procédé de Haber-Bosch. Il a été amélioré éventuellement techniquement, mais sur le plan de la réalité de la réaction chimique, ça reste clairement la même et la méthodologie globale est la même que celle qu'il avait mise au point dans son laboratoire donc en Allemagne. Donc la réaction elle est simple, il faut beaucoup d'hydrogène, donc on le prend à partir du méthane, on le transforme en CO2 et en H2, alors ça produit du CO2. Hein, bon, je ne vous fais pas de commentaires après la COP 21. On ajoute ensuite cet azote à gazeux à cet hydrogène qui a été obtenu par cette première réaction. On se met à 500 degrés sous 300 atmosphères et on obtient 2 molécules de NH3. Ça a été la découverte phénoménale de Fritz Haber, qui a eu d'ailleurs le prix Nobel de chimie pour ça en 1918. Alors, bon, c'est une personnalité un peu discutée parce qu'il a monté la chimie allemande autour des engrais, ce qui a permis véritablement de développer encore plus l'agriculture intensive. Alors après, on en pense ce qu'on veut, mais ça a permis quand même aux gens de manger, surtout dans des périodes où il y avait encore des risques de disette. Et il a été aussi impliqué pendant la guerre de 14-18 dans la fabrication de gaz de combat et d'explosifs, puisque c'était l'époque. Donc voilà, la chimie peut avoir des choses formidables et puis peut avoir bien entendu des conséquences un petit peu dramatiques aussi. Le problème, c'est que cette réaction chimique, elle est extrêmement consommatrice d'énergie, puisque pour faire 1 tonne d'engrais, il faut 2 à 3 tonnes d'équivalent pétrole. Vous voyez toutes ces fumées quand on descend la vallée du Rhône, à Lyon, Fézin, où il y a ces usines d'engrais, ça ne sent pas toujours très bon d'ailleurs, ça correspond à des libérations donc de CO2 énormes et des consommations de pétrole ou de gaz, c'est plutôt fait au gaz maintenant, très très important. Ça veut dire que si on devait d'un seul coup, en fait les engrais nitrés, ça représente à peu près 1/4 de nécessité à l'échelle de la planète ou 1/5 des nécessités à l'échelle de la planète pour l'agriculture. Ça veut dire qu'il faudrait compenser chimiquement 4/5 de ce qui, à l'heure actuelle, est fait par les bactéries. Alors vous imaginez, en termes de pollution, ce que ça pourrait représenter et est-ce qu'on aurait les moyens de fabriquer très très rapidement et de mettre en place tous ces systèmes. Alors, l'autre aspect de la disparition des microbes sur le monde végétal, ce serait bien entendu, au-delà de ce qu'on vient de mentionner, c'est-à-dire l'arrêt des processus de symbiose qui permettent la fixation de l'azote dans la rhizosphère ou dans les nodules des légumineuses, une dégénérescence donc globale de la flore avec en fait un arrêt en quelques mois de la photosynthèse. Et donc on a dit la photosynthèse, c'est un piège à CO2 et c'est notre source d'oxygène. À peu près 50% de l'oxygène de la planète et en gros 50% de la consommation du CO2 est assurée par le monde végétal terrestre. Le reste, et Chris vous en parlera, est assuré par des micro-organismes marins, en particulier par les diatomées. Est-ce que tous ces micro-organismes dans un environnement ultra pollué pourraient survivre efficacement et assurer cette compensation? C'est difficile à dire. Ce qu'on sait, c'est qu'on ne mourrait probablement pas rapidement d'asphyxie, mais néanmoins, la richesse en oxygène de l'atmosphère diminuerait assez nettement. Et par ailleurs, l'augmentation de CO2 amènerait une augmentation rapide et probablement massive de l'effet de serre, hein, et donc un réchauffement climatique. Enfin, vous avez tout ça décliné ces derniers mois à l'échelle probablement incommensurable de ce que représenterait cette catastrophe. Est-ce qu'on pourrait s'en sortir? Est-ce qu'on pourrait piéger le CO2? Est-ce qu'on pourrait recycler le CO2? Il y a beaucoup de recherches dans ce sens qui se développent à l'heure actuelle. Encore une fois, dans l'urgence, je ne suis pas sûr qu'on pourrait être extrêmement efficace.
Et puis il y a d'autres aspects, bien entendu, dans toute cette chaîne alimentaire, tout ce qui est le recyclage des cadavres, par exemple, que ce soit d'ailleurs les cadavres animaux ou les plantes mortes, tout ça n'existerait plus, puisque ce sont les bactéries qui, pour l'essentiel, assurent ce nettoyage et cet intermédiaire essentiel sur la chaîne de recyclage des nutriments. Il y aurait peut-être un avantage, c'est que les cadavres ne sentiraient plus mauvais, mais c'est une consolation relativement piètre par rapport à la catastrophe que ça pourrait représenter. Et puis bien entendu la perte de tout ce qui concerne au niveau de l'élevage, par exemple, l'incapacité pour les ruminants d'hydrolyser et de fermenter la cellulose, qui est quand même une de nos sources nutritionnelles majeures, qui nous, je dirais, disparaîtrait, alors même que les sources végétales sont en train de disparaître. Puis le dernier aspect auquel on est très sensible aussi, ce serait que la biodégradation des polluants environnementaux est essentiellement assurée par des micro-organismes telluriques ou des micro-organismes de l'environnement marin, et donc tous ces polluants s'emmagasineraient sans être nécessairement efficacement détruits avec tout ce qu'on peut imaginer, même sur nous-mêmes, sur le monde animal, en termes d'infertilité, de maladies génétiques et de cancer. Donc leur remédiation à tout ça serait probablement extrêmement difficile. Alors la conclusion, en quelques mots, c'est au fond, comme d'habitude, Pasteur avait sûrement raison, et on pourrait imaginer, si ce monde microbien disparaissait totalement du jour au lendemain, deux scénarios. Un scénario pessimiste, collapsus complet de la vie végétale et animale, bon, on ne fait pas de commentaires. Un scénario optimiste que j'ai mis entre guillemets, qui serait le plus probable, c'est-à-dire un appauvrissement massif, important, difficilement réversible en richesse et diversité des espèces vivantes, avec probablement des poches de survie possibles dans certains environnements, mais dans des conditions relativement précaires. Mais surtout, ce qu'on évalue mal, c'est l'effet imprévisible sur les grands équilibres populationnels. Par exemple, beaucoup d'espèces d'insectes sont symbiotiques avec des micro-organismes, ont besoin en fait de la nitrogénase de bactéries dans leur intestin, en fait, dans leur tube intestinal, comme des klebsielles, pour assurer la fixation de l'azote et sa transformation. C'est-à-dire qu'ils sont un peu comme des végétaux. Tous ces animaux-là, ces insectes disparaîtraient très rapidement. Ils ont un rôle très important dans la chaîne alimentaire et dans le nettoyage de l'environnement, bien entendu. Il y a le poids à court et à moyen terme sur la santé. On a posé la question chez l'homme. Sans fluor, on a vu la précarité en fait, du développement d'un certain nombre d'organes et de systèmes physiologiques qui sont essentiels à la vie et qui ne sont préservés que grâce au fait qu'il est maintenu dans cet environnement sans micro-organismes, mais probablement aurait du mal à tenir le challenge d'un contact brutal avec l'environnement microbien. Et donc tout ce que j'ai dit sur nutrition, chute de fécondité et maladies virales, cancer, puis surtout le chaos social, bien entendu, qui serait causé par les tensions, les désordres planétaires liés en fait à la pénurie massive alimentaire, à la pénurie massive en eau potable, puisque probablement par cet excès d'utilisation d'engrais, on serait amené à largement polluer absolument toutes nos nappes phréatiques. Donc c'est un scénario qui effectivement n'est pas très satisfaisant, mais j'ai trouvé quelques photos qui permettraient d'envisager à quoi ressemblerait notre planète sans microbes. Et je n'ai pas résisté, même si elles sont un peu choquantes, au besoin de vous les montrer et d'exprimer devant vous, comme d'habitude, mon amour des microbes. Donc, je vous propose de vous réveiller, c'était juste un cauchemar, et de vous dire, bien entendu, que les microbes sont heureusement toujours là, pour l'essentiel les bons, un petit peu moins, bien sûr, les mauvais, mais il faut faire avec, et on a beaucoup parlé d'antibiotiques, et peut-être c'est une façon, encore une fois, de réinsister sur le côté extrêmement précieux des outils dont on s'est doté ces dernières décades, en matière de traitement et de prévention des maladies infectieuses. Ces outils sont fragiles, on l'a dit en particulier pour les antibiotiques. Ils sont fragiles aussi dans la perception de leur utilisation, on l'a dit pour les vaccins.
Et je pense qu'il faut vraiment qu'on soit extrêmement prudent. Et cette dernière diapo me permet aussi de vous signaler, si vous ne l'avez pas vu passer, le très bon livre de Patrice Debré qui a été publié il y a quelques semaines, en fait, très récemment, qu'il a appelé l'homme microbiotique et qui, en fait, couvre un petit peu cette notion d'interface de l'homme avec les microbes, que j'ai essayé de vous faire un peu mieux percevoir par finalement cette espèce de réflexion et de scénario sur qu'est-ce que serait le monde sans les microbes. Et vous avez vu comme moi que ce n'était pas un monde très attirant, ô combien. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Comme d'habitude, éventuellement, je vous propose de prendre une ou deux questions ou suggestions, et puis ensuite on passera à la présentation de Julia Nigro et au séminaire de Chris Bowler. Et à la fin de ce séminaire, comme d'habitude aussi, je vous propose de faire une petite table ronde et d'essayer de prendre un certain nombre de questions qui permettent de mettre un peu en perspective les trois présentations.